nous avons Loïs Yoruba Paul qui va nous entretenir en fait sur le thème du développement des compétences pour nous inviter, nous managers, à faire du développement des compétences de nos collaborateurs un outil stratégique au service de leur carrière et de la productivité de l'organisation. Je vais donner la parole à Loïs pour cette heure que nous allons passer ensemble et avec vous, avec elle. Merci Loïs d'être parmi nous. Écoute, merci Marie-Claire, merci à toi pour l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et avant de commencer, j'aimerais féliciter Marie-Claire. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment bravo. J'ai écouté un peu les autres intervenants et je pense que un manager qui a suivi ces différentes interventions jusqu'à la fin ressortira vraiment avec tous les éléments dont il a besoin pour réellement encadrer son équipe de manière bienveillante et puis aussi réussir en tout cas à atteindre ses objectifs. Donc, comme je disais d'entrée, je vais faire l'effort en tout cas de rendre ma présentation brève. Je ne sais pas si je dois encore me présenter, formation, parcours, expérience. Je pense qu'on a assez communiqué dessus. En résumé, je suis passionnée des RH. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le développement RH. J'ai eu à encadrer pas mal d'équipes de différents niveaux et tout. Et de par ma fonction de RH, on accompagne en tout cas les managers dans l'encadrement et la gestion des carrières de leurs collaborateurs. À côté de cela, je suis coach carrière à LSV Coaching. Et puis voilà, donc c'est vraiment avec plaisir que je vais traiter ce sujet-là, un sujet sur lequel je pense j'ai fait pas mal de posts sur LinkedIn. Donc, quand tu m'as approché et que tu m'as parlé du thème, franchement, c'est avec plaisir que j'ai voulu, en tout cas, creuser dessus et puis discuter, en tout cas, avec les managers. Donc, très rapidement, on va voir une petite introduction. Il faut dire que la formation, le management des compétences, la gestion des carrières, le développement stratégique d'une entreprise, ce sont des mots qui semblent distincts, mais qui ont un lien véritable, en tout cas, dans la productivité d'une entreprise. Et aujourd'hui, il y a plusieurs discussions autour de la responsabilité de la gestion des carrières collaborateurs. Voilà, les collaborateurs disent c'est au manager de gérer notre carrière, de nous dire qu'est-ce qui est prévu pour nous. Les managers aussi disent aux collaborateurs, c'est à vous-même de définir votre projet professionnel et en fonction, vous préparer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, est-ce que le rôle de gestion des carrières et de gestion de développement des compétences incombe exclusivement au manager? Et si le manager doit jouer ce rôle, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Et quel est le rôle des collaborateurs eux-mêmes dans la gestion de leur carrière? C'est principalement ce qu'on va voir aujourd'hui et d'autres éléments encore. Donc, au sommaire, on va définir des notions clés qui font partie de notre thème. Et en grand 2, on va voir comment un manager peut aider ses collaborateurs à monter en compétences. Ensuite, nous allons voir comment les managers peuvent accompagner ou bien intervenir dans la gestion de la carrière de leurs collaborateurs. Donc, comme premier point, comme première notion que j'ai souhaité développer, il faut dire qu'il y a plusieurs définitions du thème ou bien du mot manager. Voilà. J'ai essayé en tout cas de donner cette définition en lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Le manager, c'est un individu qui est en charge de la gestion d'une équipe ou d'un projet. Son principal rôle, c'est de détecter, développer, structurer et fédérer les talents individuels existants au sein de son équipe pour l'atteinte des objectifs stratégiques de son entreprise. Il doit également créer les conditions pour la motivation et puis la productivité, en tout cas, des équipes dont il a la charge. Le deuxième mot qu'on va définir, c'est la compétence. La compétence, c'est la capacité à mettre en œuvre des connaissances, formations théoriques, certifications, etc., des savoir-faire, aptitudes à exécuter des missions, savoir-être, qualité personnelle ou soft skills dans une circonstance donnée dans le but d'atteindre un objectif. On dit d'une personne qu'elle est compétente quand elle arrive aisément à concilier ces différentes aptitudes-là et à atteindre ses objectifs. Je veux préciser dans une circonstance donnée. Parce que vous pouvez mettre une personne X
dans une circonstance qui va être compétente, performante, vous l'emmenez dans une circonstance Y, elle va baisser en productivité, elle sera moins compétente. Voilà. Donc, c'est une précision qui est vraiment importante à prendre en compte dans la définition de la compétence. Aussi, outil stratégique. Un outil stratégique, c'est un instrument qui permet à une entreprise de mettre en œuvre sa stratégie dans le but d'atteindre et de développer sa productivité, d'atteindre ses objectifs, pardon, et de développer sa productivité. Donc, le niveau d'impact d'un outil stratégique peut être mesuré. Voilà. On va comprendre tout à l'heure le lien qu'il y a entre ces différentes définitions et notre thème général. La carrière professionnelle, ce sont les différentes étapes de la vie professionnelle qui permettent à un individu de réaliser un projet professionnel. Vu qu'on a défini ces différents éléments, on va reformuler maintenant notre thème et dire chef d'équipe, encadreur, faites du développement des capacités un instrument stratégique pour la réalisation des projets professionnels de vos collaborateurs et la performance de votre entreprise. Comment est-ce que vous pouvez arriver à le faire? Je vais vous présenter une méthode qui est assez simple et autour du mot éclat. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un bon manager, comme je l'ai dit d'entrée de la définition, c'est celui qui arrive à détecter les individualités des membres de son équipe et à se servir de ces individualités-là pour atteindre les objectifs stratégiques de son service, de son entreprise, en fonction de son niveau. Aussi, tous les membres de votre équipe n'ont pas les mêmes besoins en termes d'accompagnement. Un peut avoir besoin d'un accompagnement en formation pratique, même sur le métier. Un autre aura peut-être besoin d'un accompagnement en développement personnel, d'un coaching ou d'une transmission de compétences, c'est-à-dire vous-même, pendant vos séances de one-to-one, lui partager certaines connaissances que vous avez. D'autres, par contre, auront besoin de suivre des formations. C'est vraiment chaque collaborateur a un besoin distinct. Donc, quand vous arrivez à utiliser cette méthode-là pour classifier vos collaborateurs aisément, vous arrivez non seulement à manager leurs compétences et aussi à gérer leur carrière. Donc, le mot éclat, avec le E, on a 3 mots-clés: évaluer, échanger, écouter. Évaluez chacun de vos collaborateurs en fonction de leur niveau d'expertise sur chaque périmètre lié à votre domaine d'activité. Qu'est-ce que je veux dire? Quand aujourd'hui vous regardez la structure de votre direction, de votre entreprise, de quoi est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un junior? Est-ce que vous avez besoin d'un senior? Ou bien vous avez besoin de quelqu'un qui sera expert sur un sujet, qui viendra vous apporter des solutions? Vous devez définir cela. Une fois que vous l'avez défini, non seulement au niveau du recrutement, cela aura de l'impact. Je sais que demain, en temps normal, Blanche doit parler de ce sujet-là pour dire combien de fois il est important de pouvoir connaître le profil de chaque collaborateur qui compose votre équipe. Ensuite, vous devez évaluer aussi leur capacité à adopter et véhiculer les valeurs de votre entreprise. Parce que c'est un élément qui n'est souvent pas pris en compte quand on parle de compétences. Certains managers limitent simplement aux résultats pratiques des collaborateurs. Il ne faut pas se limiter à ce niveau-là. Parce que la compétence, c'est tout un ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de connaissances, formations théoriques, capacités à mettre en œuvre et un ensemble de valeurs, de qualités personnelles aussi. Donc, pour une bonne évaluation, il faut des échanges et une écoute active pour analyser, comprendre et apporter la correction qu'il faut. Si vous n'avez pas d'échange avec vos collaborateurs, si vous ne les écoutez pas de manière active pour comprendre réellement et cerner leurs besoins, vous ne saurez pas comment est-ce qu'il faut les classifier et quelles solutions il faut apporter pour corriger les différents écarts que vous aurez constatés. La deuxième chose à faire, c'est de les classer. Soit avec un outil, un tableau Excel ou bien un outil numérique en fonction de ce que vous avez. Tout à l'heure, je vais vous proposer un tableur Excel dans lequel vous pouvez classer vos collaborateurs. Le compte rendu de tous les échanges que vous aurez, des formations que ces personnes vont faire, des coachings qu'ils vont suivre, vous les classifiez. Et en fonction de leur objectif professionnel également, vous les classifiez. Une fois qu'ils sont classés, vous savez quelles sont les corrections qu'il faut apporter, quelles sont les actions qu'il faut mener pour qu'ils montent en compétences. Ensuite, avec les lettres AT, on a accompagner et transmettre.
vous avez évalué les collaborateurs, vous les avez classés, il ne faut pas les laisser comme ça. Il faut pouvoir les accompagner et mener des actions concrètes pour corriger les écarts que vous aurez remarqués. Donc, il vous faut aider vos collaborateurs, peut-être leur faire des recommandations en termes de formation ou, comme j'ai dit tout à l'heure, vous-même avoir des séances de one-to-one avec eux et leur donner, leur transmettre ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà comme connaissance. Avec certains collaborateurs, ça marche mieux, ce genre de formation, que des formations en salle ou des liens que vous leur envoyez pour regarder des vidéos. Certains collaborateurs apprécient d'avoir ces échanges-là avec leur manager qui va clairement leur dire, voici les écarts au niveau de ce qu'on attend de toi et voici ce que tu dois mettre en œuvre vraiment pour être performant. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous présenter un petit tableau. Et ce document, il est adaptable en fonction de votre périmètre d'activité et du type de collaborateur que vous avez. Donc, dans ce document, vous allez renseigner la date des entretiens que vous avez avec vos collaborateurs, leur nom, la fonction actuelle, leur objectif professionnel. Comment est-ce qu'ils se projettent? Où est-ce qu'ils se projettent? Quelles sont leurs réalisations pertinentes depuis que vous les avez recrutés, qu'ils font partie de votre équipe? Qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé? Ensuite, vous allez évaluer leurs compétences. Au niveau des compétences techniques, vous allez évaluer le niveau de maîtrise. Est-ce que la personne est experte? Vous allez définir déjà les différentes compétences techniques. Évaluer le niveau de maîtrise. Est-ce que la personne est experte? Est-ce qu'elle a un bon niveau, une bonne maîtrise? Est-ce qu'elle est moyenne avec M? Ou est-ce que les compétences sont en cours d'acquisition? J'explique en même temps les sigles. Hein. Le E pour expert, BM pour bonne maîtrise, M pour maîtrise, ECA pour en cours d'acquisition. Quelles sont les qualités professionnelles et personnelles de la personne? Vous allez les renseigner ici. Aussi, ça on va le voir tout à l'heure, sur chaque poste, vous devez avoir au moins 3 personnes à mesure de remplacer ce collaborateur en cas de départ. On va comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc là, le PIP, c'est une personne immédiatement positionnable, c'est-à-dire si le collaborateur part aujourd'hui, qui peut rapidement remplacer ce collaborateur sans que vos activités en soient impactées. La personne positionnable à moyen terme, qui aura besoin d'accompagnement, de coaching pour monter en compétences et pouvoir valablement remplacer le collaborateur qui a démissionné. Et le PPLT pour la personne positionnable à long terme, quelqu'un qui aura besoin d'un accompagnement peut-être sur 3 ans, 5 ans pour monter en compétences et remplacer ce collaborateur. Une fois que vous avez classé vos différents collaborateurs, dans ces cases-là, vous allez mettre en face des commentaires et des observations. Ces commentaires-là vont enseigner quoi? Les actions que vous devez mettre en place. Peut-être que ce sont des coachings, des formations que la personne doit suivre, ou une formation en développement personnel, ou bien accentuer en tout cas les séances individuelles de rencontre avec cette personne. Vous allez les renseigner ici. Voilà, on pourra revenir en tout cas sur ce tableau et je pourrais même le partager avec toi, Marie-Claire, pour ceux qui voudront. Il y a un autre tableau encore qui complète celui-là, qui va vous permettre de mesurer les écarts entre ce que vous avez pris comme action et ce qui a été réalisé et le niveau de progression du collaborateur. Merci Loïs, parce que justement, il y Nous a allons un voir maintenant. qui demandait, allô? Allô? Oui, allô, je t'entends. Je t'entends très bien. Allô? Allô, Marie-Claire? Oh là là, elle est figée. Allô? En tout cas, vous inquiétez pas. Oui, allô, tu m'entends? D'accord. Oui, je t'entends. J'étais figée tout à l'heure, mais c'est top. C'est bon. Tu peux continuer. Il n'y a pas de... D'accord, c'est parfait. Il n'y a pas de challenge. Je vais le partager après. Dans le grand 2, on va voir maintenant comment est-ce que vous pouvez, en tant que manager, accompagner vos collaborateurs dans la gestion de leur carrière et contribuer implicitement à l'atteinte des objectifs stratégiques de votre entreprise. Parce que, comme je disais d'entrée, ces éléments-là sont liés. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est qu'une carrière ne s'improvise pas, elle se construit.
on va voir tout à l'heure que le manager a sa responsabilité, mais le collaborateur également en a une. Quand on parle de construction, on va mettre les bases, les fondements. Ensuite, on va poser l'édifice qu'on souhaite avoir. Pour poser ces bases-là, le manager a son rôle à jouer, le collaborateur a son rôle à jouer. Et ce que les managers doivent retenir, c'est que les collaborateurs restent au sein d'une entreprise et sont motivés quand ils sont bien payés, quand ils sont bien traités et quand ils sont bien formés et promus. Il ne faut pas donner une formation à un collaborateur pour un niveau supérieur et lui demander de rester toujours sur des tâches basiques. Si vous mettez en place une stratégie de formation et de coaching, il va falloir aussi proposer des mesures ou bien une stratégie d'évolution, de progression au niveau du niveau de complexité des tâches que le collaborateur aura à gérer. Sinon, vous allez le former et il sera découragé, il ne sera pas à l'aise à son poste, il va commencer à chercher des opportunités ailleurs. Donc, en tant que manager, pour devenir le partenaire idéal dans la gestion des carrières de vos collaborateurs et contribuer implicitement à la productivité de votre entreprise, il y a différentes. J'ai préféré le faire sous forme de liste parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet que si on doit approfondir chaque sujet, franchement, on ne va pas s'en sortir. Et comme je le disais d'entrée, le but, c'est que vraiment cet échange-là soit pratico-pratique. C'est-à-dire que si vous avez des situations pratiques, vous pourrez poser des questions et on apportera des éléments de réponse. Il y a Richard Branson qui dit que si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Quand un collaborateur sent qu'avec son manager, il y a une relation de confiance, il n'a pas de difficulté à vous parler clairement et ouvertement de son projet professionnel, même s'il sait que la prochaine étape dans laquelle il se voit dans sa carrière n'est pas forcément au sein de votre entreprise ou de votre direction, il n'aura pas du mal à vous le dire parce que vous avez créé une relation de confiance. La première chose qu'il faut faire en tant que manager, c'est de créer une relation de confiance avec vos collaborateurs. Il faut aussi créer un climat et des conditions qui permettent aux collaborateurs d'exprimer leur potentialité individuelle. Ce n'est pas toujours en tant que manager qu'il faut prendre le devant de certaines choses. Vous pouvez laisser la main à certains de vos collaborateurs chez qui vous sentez des potentialités, prendre le dessus sur certains sujets et les observer, les accompagner, les corriger. Il faut aussi créer et développer des actions de reconnaissance et de récompense. Quand un collaborateur réalise quelque chose d'extraordinaire ou de particulier, il faut qu'il sente qu'il a réalisé quelque chose. Il faut qu'il ait en main aussi le feedback de son manager. À ce niveau aussi, il faut analyser le type de collaborateur que vous avez. Pour un collaborateur X, vous allez le faire publiquement, il sera content. Pour un collaborateur Y, il va préférer que vous le fassiez dans un échange individuel avec lui. Donc, analysez la personnalité de vos collaborateurs et en fonction, mettez en place des stratégies pour reconnaître leurs mérites et pour reconnaître ce qu'ils ont déjà accompli. Vous devez aussi créer un sentiment qui fait que quand le collaborateur accomplit ses tâches, performe, réalise un exploit, il a l'impression d'accomplir une mission de vie. Quand c'est comme ça, c'est difficile pour le collaborateur, en tout cas, non seulement de se détacher de l'entreprise ou du service, ou bien même de se retrouver ailleurs. Parce qu'il sent qu'à chaque fois quand il vient au travail, il va accomplir une mission de vie. Vous devez connaître aussi leurs souhaits d'évolution professionnelle, que ce soit au sein de votre équipe ou de votre direction ou ailleurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la méthode de classification, vous devez vérifier sur chaque poste qu'il y a au moins 3 personnes qui sont à mesure de remplacer un collaborateur qui part, de sorte à ce que les activités de votre entreprise ne soient pas impactées et de sorte à ce que vous n'ayez pas de mal aussi à laisser partir un collaborateur. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Quand on parle de gestion de carrière, la difficulté qu'on rencontre souvent dans les directions, dans les entreprises, c'est que le collaborateur veut changer de poste, mais le manager met un veto. Quand on essaie de creuser pour savoir pourquoi est-ce que le veto est mis, c'est mon talent clé, je ne peux pas le laisser partir. Alors que non,
Non, il faut faire attention. Il ne faut pas que, je vais en parler dans les points qui suivent, le collaborateur doit sentir que sa carrière, son projet professionnel passe avant vos chiffres. Parce que tout cela fait partie, en tout cas, des techniques et des stratégies pour créer cette relation de confiance-là. Si à chaque fois que le collaborateur veut bouger, vous mettez un veto parce c'est le plus performant au sein de votre équipe, s'il a essayé de bouger au sein de l'entreprise et que ça n'a pas marché, il va aller sur le marché extérieur et vous allez perdre le talent finalement. Vous devez aussi être informé en tant que manager sur toutes les innovations qui concernent votre périmètre d'activité. Vous ne devez pas attendre que l'information vienne à vous. Vous devez, en tant que manager, aller les chercher. Quand vous allez les chercher, vous les partagez aux membres de vos équipes. C'est très important. Aussi, quand l'entreprise est en train d'avancer et que vous évaluez et que vous faites la mesure de l'atteinte de vos objectifs, vous devez pouvoir signaler aux équipes pour dire attention, là, on n'est pas bon. Il y a tel document à fournir, il y a telle réalisation à faire qu'on n'a pas encore fait. Les chiffres ne sont pas bons. Attention, mettons-nous au travail. Une fois que c'est bon et que vous sentez que les choses sont en train d'évoluer, c'est toujours bon aussi de revenir, de faire un feedback pour dire très bien, vous travaillez bien parce qu'on a remonté la pente, continuons ainsi. Je l'ai dit tout à l'heure, vous devez les montrer aux collaborateurs que leur objectif professionnel, leur projet professionnel passe avant vos chiffres. Et il faut savoir que vous allez arriver à fidéliser vos collaborateurs quand ce que vous proposez comme projet professionnel ou profil de carrière correspond à leur projet professionnel individuel. Je prends un exemple. Je suis rentrée aujourd'hui comme assistante RH. Demain, je souhaite passer talent manager. Si vous, dans votre profil de carrière, vous me dites, après assistante RH, tu dois forcément passer à la paye, bon, moi, je peux ne pas être intéressée parce que moi, mon projet, mon objectif, c'est de passer talent manager. Et ça, un manager qui a vraiment eu des échanges approfondis avec ses collaborateurs, qui les a réellement écoutés, il pourra rapidement détecter et comprendre que telle personne, elle n'est pas vraiment dans ce cheminement-là, mais voilà ce qu'elle veut. Est-ce qu'on a ce poste en interne? Oui, on l'a, c'est top. On peut rassurer le collaborateur et lui dire, voici les formations que tu dois faire, voici ce que tu dois connaître pour occuper ce poste dans 2-3 ans. Quand c'est comme ça, le collaborateur reste, il travaille, il performe et il sait que tout compte fait à la longue, dans 2-3 ans, voici la perspective qui s'offre à lui si jamais il réalise telle ou telle prouesse. Donc, vous allez arriver à les fidéliser quand ce que vous proposez comme profil de carrière correspond aussi à ce qu'eux, ils veulent dans leur projection ou dans leur projet professionnel. Je vais faire rapidement une petite conclusion parce que, comme je disais tout à l'heure, je voulais que cet échange soit pratique. Je n'ai pas voulu qu'on creuse sur la théorie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le remarque et on le sait, les managers jouent un rôle primordial dans le développement des compétences de leurs collaborateurs et dans la gestion de leur carrière. Mais, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un rôle unilatéral. Ce n'est pas qu'au manager de gérer ces aspects-là. Si vous êtes un collaborateur et que vous êtes dans une entreprise, au sein d'une équipe, et que vous remarquez que cet accompagnement-là ne vient pas de la part de votre manager, vous-même en tant que collaborateur, vous devez prendre votre carrière en main, vous devez vous auto-évaluer ou bien vous approcher de services compétents. Si vous avez des RH qui ont peut-être des HR à votre disposition pour vous écouter et faire ces évaluations, vous devez les faire. Et puis vous-même chercher des formations. Allez à la recherche de l'information. Sur votre domaine d'activité, n'attendez pas qu'on vous dise qu'il y a innovation. Je me rappelle quand j'ai vraiment décidé d'embrasser la carrière de RH, parce qu'au départ, j'étais un peu partagée entre le marketing, entre le domaine commercial et la fonction RH. Je ne savais pas trop quoi choisir. Je suis allée faire des recherches sur YouTube, sur Google, pardon, et j'ai entendu parler de employer branding, talent acquisition, ce genre de choses-là, où on voit un peu cet aspect marketing RH. Je me suis dit, mais attends, on peut combiner les deux compétences alors. Parce que moi, ce que je voulais, c'était de pouvoir non seulement accompagner des gens
aider les personnes à monter en compétences, mais aussi avoir le sentiment de réaliser quelques chiffres. Et j'ai vu qu'effectivement, c'était totalement lié. Mais je n'ai pas attendu. J'ai pas attendu qu'un manager ou que quelqu'un vienne me dire, mais il y a employer branding ou bien il y a talent acquisition. Ce sont des choses qui vont bientôt arriver en Afrique, donc il faut se former dessus. Non, je suis allée les chercher. Donc, quand vous sentez vous-même que vous commencez à stagner dans votre carrière, n'attendez pas forcément et n'accusez pas le manager qui ne vous forme pas ou bien qui ne vous fait pas, qui ne vous donne pas de promotion. Vous-même, prenez votre carrière en main, suivez des formations, faites-vous évaluer. Et il y a des cabinets disponibles dans ce sens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis à LSV Coaching, un cabinet de conseil carrière. C'est principalement ce que nous faisons pour ces personnes-là qui stagnent dans leur carrière, qui ne savent pas comment évaluer leur niveau de compétence, qui cherchent à passer à une autre étape dans leur vie professionnelle. On, est, on a des séances d'écoute avec ces personnes. On évalue ce qu'ils ont déjà réalisé, ce qu'ils veulent faire de leur vie. On leur fait des recommandations, des formations. On les accompagne même à travailler sur le branding personnel parce qu'il faut reconnaître aussi que certains employés ont été dans des situations, des circonstances qui ont fait qu'ils ont perdu confiance en eux. Ils se disent, ça fait 10 ans, je suis au même poste, il n'y a pas de progression pour moi, ça veut dire que je ne suis pas compétent, mais ça veut dire que je ne vaux rien. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est simplement parce que vous attendez forcément que tout vienne de l'autre. Vous attendez que tout vienne du manager. En tant que collaborateur, vous avez votre rôle aussi à jouer. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Je vous remercie pour votre attention. Vraiment, c'était un plaisir encore pour moi d'être là. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir, vraiment avec grand plaisir que je vais répondre. Et puis, on va échanger. Merci, Marie-Claire. Merci beaucoup, Loïs, pour cet exposé précis et concis. Si vous avez des questions, des contributions à faire, vous pouvez lever la main pour demander la parole ou mettre votre question dans le chat. N'hésitez surtout pas. L'idée, c'est que nous échangions pour enrichir encore plus la présentation qui nous a été faite. Déjà, Loïs, j'aimerais, si possible, que tu redéfinisses ou que tu fasses ressortir en fait les mots qui ressortent dans l'acronyme éclat que tu as indiqué. D'accord, avec plaisir. Je reviens sur la présentation. Au niveau du E, évaluer, échanger, écouter. Vous évaluez chaque collaborateur qui sont au sein de votre entreprise et dans votre stratégie. Si vous avez besoin de recruter également, en fonction des profils internes, vous allez définir quel est le profil que vous allez recruter à l'extérieur. Est-ce que c'est un junior que vous allez former? Est-ce que c'est un senior qui a quand même de l'expérience dans le domaine? Ou est-ce que c'est un expert qui va venir vous dire qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne recrute pas un expert pour lui dire quoi faire. On recrute un expert pour qu'il nous dise quoi faire. Voilà. Pour ne pas créer d'autres challenges après, c'est toujours bon de pouvoir évaluer avant de recruter ou bien avant de réorganiser votre service. Ensuite, échanger. Pour évaluer, il faut échanger. Pendant le recrutement, vous échangez avec les candidats pour pouvoir les évaluer, évaluer leur niveau de compétence. Même avec vos collaborateurs internes. Il ne faut pas attendre seulement les séances d'évaluation professionnelle annuelle ou semestrielle en fonction de ce que vous avez comme pratique dans votre entreprise pour évaluer le niveau d'évolution de vos collaborateurs. Non, vous devez avoir un système propre à vous qui fait que un collaborateur qui est au niveau A aujourd'hui, pour lequel on attend le niveau C, a un suivi. Il sait qu'aujourd'hui, j'étais au niveau A, maintenant, je suis quand même au niveau B. Même si je ne suis pas arrivé au niveau C, je suis quand même en train de me former. Je suis sur des missions qui vont me permettre d'arriver au niveau C. Voilà. Et je précise, écoute active. Faut pas donner l'impression d'écouter et puis ne pas apporter
de solution ou d'action. Parce que si vous écoutez et que derrière, il n'y a pas de suivi, le collaborateur va se dire, mais il n'a pas pris en compte ce que j'ai dit, en fait. Voilà. Donc, le E, évaluer, échanger, écouter de manière active. Ensuite, le CL, c'est classer. Vous devez classer vos collaborateurs dans le fichier que j'ai montré. Vous devez les classer. Quand vous avez fini, pendant les séances d'échange, vous les classez pour pouvoir suivre le niveau d'évolution. Si vous avez un outil numérique, c'est top, mais si vous ne l'avez pas, vous avez le tableur Excel. Tout ce que vous allez dire pendant les échanges, vous enregistrez. Qu'est-ce que la personne elle-même veut comme évolution dans sa carrière? Où est-ce qu'elle se voit dans 2 ans? Ces informations sont importantes. Une fois que vous les avez, vous savez si le collaborateur compte rester avec vous ou s'il compte peut-être partir dans une autre direction ou dans une autre entreprise. Je me rappelle, j'échangeais dernièrement avec une collaboratrice qui m'a dit, grâce à mon manager, j'ai pris conscience du fait que j'ai des compétences commerciales. Elle était au back-office, mais dans sa manière d'aborder même les clients qui viennent, les clients internes, son collaborateur a pu repérer quelqu'un qui a des compétences commerciales. Il lui a recommandé des formations. Et quand il y a eu une opportunité en interne, il a incité à postuler pour dire, vas-y, je suis sûr que tu seras retenu et je suis sûr que tu vas briller à ce poste. Elle a postulé en interne, suivi le process de recrutement, a été retenue et elle est vraiment épanouie à son poste de commercial. Mais c'est quelque chose qu'elle-même ne savait pas. Le manager a pu détecter cela en elle de par sa manière de traiter les clients internes, de par sa manière d'exécuter certaines missions. Il lui a recommandé certaines formations. Donc, si vous n'avez pas d'échange et si vous ne classez pas vos collaborateurs dans ce document de suivi pour quand même avoir une analyse de leur évolution, ça sera difficile. Ensuite, une fois que vous les avez classés, vous devez les accompagner ou transmettre vos connaissances, vos compétences. Les accompagner en quoi faisant? En les inscrivant à des sessions de formation, si vous en avez le budget, ou bien en leur recommandant certaines formations à suivre, ou simplement en ayant des séances avec eux, où vous allez leur transmettre ce que vous savez comme connaissance, ce que vous avez comme connaissance. Une fois que vous avez identifié les écarts qu'il y a entre ce qu'ils doivent développer comme compétences et ce qui est attendu du poste, si vous voyez que le gap, vous pouvez le combler de par des séances de coaching, vous mettez en place un programme de formation entre vous et le collaborateur. C'est-à-dire qu'il sait que, par exemple, tous les vendredis, j'ai formation avec mon manager sur comment faire des tableaux croisés dynamiques. Je donne un exemple. Voilà. Donc, c'est principalement ça, la définition de cette méthode-là. Éclat, écouter, échanger, évaluer, classer, accompagner et transmettre. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, partage d'expérience? Le micro est à vous. Bon, je peux parler? Bien sûr. D'accord, mais moi, c'est pas une question, encore moins une observation. J'ai suivi de bout en bout la présentation de Loïs. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Je ne savais pas et j'ai appris aujourd'hui qu'il y a d'autres sigles, un peu comme celui que j'ai partagé lors de ma présentation, qui retranscrivent clairement, en fait, également un parcours d'accompagnement des collaborateurs ou éventuellement des managers. Donc, vraiment, chapeau et belle présentation, quoi. Merci, Fred. Avec plaisir. Je t'en prie. Il y a Mélanie qui a levé la main. Merci beaucoup, Fred. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et merci, Loïs, pour la belle présentation. Merci, Mélanie. La présentation était très claire. Cependant, j'ai une préoccupation. Tu vois, dans le monde professionnel, ce n'est pas toujours ce que nous souhaitons. Il y a des managers qui, généralement, lorsqu'un salarié est supervisé ou un collaborateur essaie de se former, il y en a qui n'encouragent pas les formations. Comment expliquer ça? Qui, peut-être, lorsqu'il a vu le salarié avoir des ambitions, lui n'est pas du tout d'accord. Donc, il ne l'encourage pas à se former. Parfois, il montre au salarié qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que si le salarié aspire à des formations ou à des capacités,
C'est le superviseur parfois qui vient vers lui et le décourage. Montre que non, cette formation, ce n'est pas pour toi. Je ne pense pas qu'avec ton niveau, tu pourras aller loin, aller dans ce domaine-ci là. Donc, il ne l'encourage pas à pouvoir faire. Parfois, le salarié se décourage et se sous-estime, quoi. Comment on fait dans ce cas? Je suis salarié et puis mon manager ne m'encourage pas dans ce sens-là. Comment est-ce que je peux faire pour surmonter cela? D'accord, c'est une très, très belle question, Mélanie. Merci pour cette très belle question. Je vais aller étape par étape pour essayer vraiment de retranscrire, en tout cas, ce qui est le fond de ma pensée. La première chose que vous devez savoir en tant que collaborateur, c'est que la responsabilité primordiale de la gestion de votre carrière vous appartient. Ça, c'est un. De deux, il y a différents types de managers. Vous avez vu que dans ma présentation, je n'ai pas parlé de leadership parce que souvent, il y a une confusion qui est faite entre management et leadership. Le manager, c'est quelqu'un qui sait gérer, qui sait encadrer. Par derrière, il doit pouvoir avoir cette compétence-là aussi de créer des conditions qui permettent aux collaborateurs internes qui ont des potentialités de pouvoir l'exprimer. Mais il arrive, comme tu sais, comme en entreprise, que certains managers n'aient pas cette compétence-là. Il y a diverses raisons. Soit le manager lui-même n'est pas formé, ou bien le manager, il a identifié le talent que vous avez et il est inquiété parce qu'il se dit que si vous vous faites former, vous allez peut-être être plus performant que lui et vous pouvez peut-être rapidement le remplacer. Il y a beaucoup de subtilités personnelles dans cette question de management et de gestion de carrière. Voilà pourquoi les collaborateurs doivent prendre conscience que la responsabilité primordiale leur revient à eux-mêmes. Si ton manager t'empêche de te faire former, parce que peut-être qu'il a le veto pour payer la formation, si tu as la capacité de le faire, tu le fais. Et ce manager-là, il n'est pas obligé de savoir que tu es en train de te faire former. Ensuite, deuxième chose, même si ce n'est pas au sein de son équipe ou de cette entreprise, tu peux te faire vendre, tu peux faire vendre ses compétences et ces connaissances théoriques que tu auras acquises là, tu peux les faire vendre, les faire valoir sur le marché extérieur. Donc, il ne faut pas se limiter à ton périmètre direct pour dire, comme mon manager me décourage, je ne me fais pas former. Une autre chose, en tant que collaborateur, aujourd'hui, quand on parle de développement personnel, beaucoup pensent que c'est une affaire des Blancs. C'est vrai, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les nationalités qui sont connectées sur ce sommet, mais c'est important de faire du développement personnel. Je vous assure, quand vous commencez à vous-même vous remettre en question, analyser les situations sous un autre aspect, vous allez comprendre que le manager qui fait ça, il a lui-même un problème. Il a besoin d'être accompagné. Peut-être que ce n'est pas vous qui allez le faire, mais vous devez avoir assez de mindset pour comprendre que ce manager-là, je ne dois pas lui en vouloir. Mais non seulement je ne dois pas lui en vouloir, mais je ne dois pas aussi accorder du crédit à ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Comprendre que vous avez la responsabilité de la gestion de votre carrière. La formation, si vous pouvez la faire, la payer vous-même, vous la payez, vous la faites, parce que vous connaissez votre projet professionnel. C'est ça aussi le problème de certains collaborateurs. J'ai eu à échanger avec certains qui m'ont dit, bon, moi, je suis là, je ne sais pas ce que vous me proposez, où est-ce que je dois partir, mais qu'est-ce que toi-même tu veux? Quand vous savez ce que vous voulez, franchement, il n'y a personne qui peut vous dire non, tu ne dois pas aller à gauche, va à droite. Parce que vous savez clairement ce que vous voulez. Et quand vous savez ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas vous-même à définir les différentes étapes qu'il vous faut suivre pour atteindre votre objectif, vous vous faites accompagner et pas forcément par le manager, surtout s'il ne se prête pas. Comment? Allô? Non, c'est une erreur, s'il te plaît. Ah, d'accord. Donc, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Je ne sais pas si les membres de l'auditoire ont des compléments, mais c'est principalement cela. Mélanie, j'espère avoir répondu à ta préoccupation. Donc, très bien, merci beaucoup pour la réponse. Je suis satisfaite. Avec plaisir. D'accord. Moi, je voulais retirer quelque chose, Loïs, par rapport à ce que tu as dit. Je peux? Oui, vas-y. D'accord, ok. Bah, Mélanie, déjà, je suis Frédéric. J'ai aussi été intervenant à ce sommet.
de manager qui est super intéressant. Bah, je vais rebondir vraiment sur ce que Loïs a dit en disant que le problème, en fait, le problème du salarié dans le contexte mondial et plus précisément dans le contexte africain est que tout le monde a une posture attentiste. On arrive à un poste, on est bien payé, on est à l'aise, on se dit d'accord, bon, ben ça va aller et tout. Maintenant, vu que le monde du travail est en train d'évoluer, on se dit, mais tiens, je peux faire ceci, entre guillemets. Mais il ne faut pas toujours forcément attendre, comme Loïs a dit, que voilà, que l'initiative vient de quelqu'un d'autre. Et moi, je reste convaincu que en réalité, il faut éviter au maximum, lorsqu'on est dans le monde professionnel, de s'enfermer exclusivement sur son segment d'activité. C'est l'erreur la plus dangereuse à faire. Il faut vous intéresser à autre chose. Il faut vous diversifier. Et en vous intéressant à autre chose, ça va vraiment vous équilibrer parce que vous allez être toujours performant dans votre domaine de prédilection et vous allez aussi être ouverte et pouvoir développer autre chose à côté. Ce qui fait que du jour au lendemain, lorsqu'une opportunité se présente, vous avez quand même déjà de l'avance et c'est même votre manager qui est surpris que, mais tiens, je ne sais pas que tu connaissais faire ça alors que tu viens tous les jours au bureau, tu fais la même chose. Donc, moi, je dis juste qu'il faut vraiment développer une curiosité et le projet professionnel, franchement, c'est quelque chose d'individuel. C'est un engagement personnel qu'on se donne. Aujourd'hui, je suis peut-être assistant RH. Demain, j'ai envie de devenir peut-être responsable, ensuite directeur. Donc, je commence à prendre en main ma carrière progressivement, progressivement. On ne dit pas qu'il ne faut pas compter sur son manager. C'est vrai que les managers ont leur rôle à jouer, mais vraiment, il faut d'abord être engagé personnellement avant d'attendre que l'autre puisse nous prendre la main. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Loïs a dit qui était déjà pertinent et assez clair, quoi. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. C'est top. Je vois, excusez-moi, hein, Salomine, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat pour demander est-ce que je peux revenir sur les sigles. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup. Voilà, les sigles dans le tableau. Au Je niveau vous en prie, Mélanie. Merci, Fred. Au niveau des compétences techniques, les sigles, le E, expert, BM, bonne maîtrise. Ça veut dire que la personne, en toute autonomie, peut effectuer certaines missions, peut-être qu'elle a besoin de se mettre à jour. Le M, maîtrise. Le ECA, en cours d'acquisition. La personne n'a pas encore acquis ces compétences techniques-là. Elle est en train de suivre des formations pour pouvoir les avoir. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir quitter de cette étape-là pour arriver là. Si vous avez accompagné un collaborateur et qu'il arrive là, vous avez assuré. Vous avez assuré dans votre rôle de manager. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne qui l'a posée. Je vois une main levée, Salomine. Marie-Claire, je te laisse la main pour Allô? interroger. Oui, allô? Oui, il y a Salomine, en fait, qui a levé la main à la suite de Mélanie. Mélanie, si tu n'as plus de questions, s'il te plaît. Comme ça, on va pouvoir écouter Salomine et un Carlos et enfin Josiane. Ok, d'accord. Bonjour une fois de plus et merci Loïs pour cette présentation. Bon, j'avoue que mon intervention, c'était en réponse à la préoccupation de Mélanie, un partage d'expérience aussi. Et puis, je voulais avoir les sigles qui se trouvaient dans le tableau. Bon, ils ont déjà été donnés. Et puis, Loïs et Frédéric ont pu répondre. Je crois que juste pour ajouter un peu d'eau à leur moulin, il faut dire que autant on a des leitmotifs dans la vie du style rien ne peut s'acquérir sans sacrifice, autant on peut les appliquer dans le milieu professionnel. Parce qu'une fois de plus, notre projet professionnel, c'est nous qui le définissons, c'est nous qui savons où nous voulons aller. Donc, quitte à faire des sacrifices en essayant de se former ailleurs ou en essayant de trouver des solutions alternatives face à un manager qui n'est pas très ouvert à notre évolution, il vaut mieux le faire. Donc, je rejoins totalement Loïs et Frédéric. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup, Salomine. Merci beaucoup. Ok, merci.
Jovial, tu peux prendre la parole. Je vois qu'il y a une main. Oui, merci MC. Et je tenais à remercier tous les panélistes depuis le début de ce sommet. Ben, en fait, c'est des panélistes qui maîtrisent leur sujet et vraiment, c'est d'un grand apport pour moi et je pense aussi pour tous les autres participants. Et comme hier, je le disais au cours de mon intervention, la plupart sommes devenus managers sans mode d'emploi. Et comme j'ai oublié son nom, c'est William Moufredi, le disait tantôt, il nous appartient à nous-mêmes de savoir ce qui est bon pour nous, de nous former et puis d'être impliqués. Mais après, si dans le projet, si nos projets et nos attentes ne cadrent pas avec les attentes du manager, ben, on aura donné ce que on a pu. Et puis, il faut dire que le monde est beau. Voilà, on va pas créer une sorte d'état de maladie psychosomatique et puis se faire du mauvais sang. Et en tout cas, c'était pour dire merci et peut-être qu'aux prochaines occasions, on va plus communiquer là-dessus pour permettre aussi à la jeune génération montante de pouvoir avoir ces différents skills. Parce que c'est vraiment pas donné, tout le monde ne le sait pas. Et moi, aujourd'hui, je me suis lancé dans une logique où il faut beaucoup se former, hein, comme l'a dit Loïs tout à l'heure dans son intervention, et puis s'impliquer. Et je me suis en train d'être mis à, comment on appelle ça, c'est-à-dire être impliqué dans certains projets pilotes de mon entreprise où ben, les gens, ils ont besoin de mon avis en tant, bon, je ne vais pas dire expert métier, mais ça va faire longtemps quand même que je pratique le métier, donc je touche du doigt les réalités du métier. Généralement, en codir, les gens s'asseyent, ils prennent des décisions qu'ils veulent appliquer sans que cela soit forcément important pour la bonne marche de l'entreprise. Mais comme c'est le patron qui a pris la décision, bon, on est là, on applique, et puis bon, quand ça ne marche pas, bon, on ronchonne, on ne dit pas, c'est là où le problème se situe. Et comme le disait Freddy dans son intervention, il faut marquer sa présence. Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau? Et aujourd'hui, c'est ça mon leitmotiv. En tout cas, merci à tous. Avec plaisir, Jovial. Merci beaucoup, Jovial, pour le feedback. Merci beaucoup. Merci pour cette riche intervention. Et puis, je veux renchérir dessus pour dire, effectivement, si vous êtes là, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une équipe et qu'on ne sent pas, c'est-à-dire que quand Jovial n'est pas là, on ne sent pas que quelqu'un n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Ça, franchement, je l'ai souvent dit. Je dis, vous devez avoir une certaine capacité, vous devez avoir certaines qualités qui font que quand vous n'êtes pas là, pour une raison ou pour une autre, même si on a mis en place un plan de succession, on sent que vous n'êtes pas là. Quand on va parler, par exemple, de digital, on va dire, ah, c'est vrai qu'on fait RH, mais elle maîtrise, hein, elle sait comment aller sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ou bien quand on dit, on parle d'informatique, aujourd'hui, certains collaborateurs ont l'impression qu'en fonction du métier qu'ils choisissent, il y a certaines compétences dont ils n'ont pas besoin. J'échangeais une fois avec un collaborateur qui me disait, moi, je suis informaticien, donc je n'ai pas besoin de savoir bien parler. Une chose est sûre, vous me donnez l'ordinateur, je vais vous créer ce dont vous avez besoin, je n'ai pas besoin de savoir bien m'exprimer et tout. Non. Vous devez développer des compétences transverses.
les compétences transverses, la communication, la gestion de projet, le digital, la maîtrise de l'informatique, etc., qui font que malgré votre domaine d'expertise, on peut vous prendre aujourd'hui et vous emmener quelque part d'autre, vous performer. Et comme Frédéric l'a dit, vous ne devez pas vous limiter seulement à votre domaine d'expertise. Je me rappelle, une fois, je faisais un entretien et je parlais de marketing RH. Et là, le recruteur m'a dit, Madame, on n'est pas en train de recruter une commerciale, on veut une assistante RH. Je lui ai dit oui, mais en tant qu'assistante RH, je suis conseiller client du personnel. Donc, je suis comme une commerciale. Je dois pouvoir traiter le personnel comme une commerciale traite ses clients. Donc, si vous avez cette manière-là, cette capacité, cette aptitude-là, non seulement à vous documenter et à développer des compétences transverses, quel que soit votre domaine de métier, non seulement vous allez être indispensable, et il sera plus facile pour vous, quand vous prenez la décision peut-être de vous mettre sur le marché extérieur, de faire valoir vos compétences ailleurs parce qu'en interne, vous n'avez pas eu quelque chose, il sera plus facile pour vous de vous faire vous êtes vous aussi appelé à être manager. Les gens pensent que manager, c'est aisé, c'est facile. Il faut se mettre à la tâche pour savoir que c'est challengeant. Et même quand vous êtes collaborateur, si vous n'êtes pas encore manager, dans la manière d'entretenir les relations avec votre collègue, avec vos collègues, pardon, dans la manière de prendre des initiatives sur certains projets, on peut déjà déceler quelqu'un qui peut être un futur manager. Vous êtes dans une équipe, quand on parle de projet d'innovation stratégique, ou bien on est en train de dire que l'entreprise va bientôt transformer cela, vous ne vous intéressez pas, vous ne vous impliquez pas, vous restez attentiste, comme Frédéric l'a dit. Et demain après demain, quand on donne une promotion à quelqu'un qui est arrivé hier ou avant-hier, qui s'impliquait plus, qui montrait qu'il avait des compétences, vous vous plaignez parce que c'est aujourd'hui ça le problème en matière de gestion de carrière. Certains collaborateurs pensent que parce qu'ils sont dans une entreprise depuis longtemps, on doit obligatoirement leur donner une promotion. Non. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous avez produit? Qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça les vraies questions. C'est ça les vraies questions. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce que Frédéric a dit et Jovial. On espère en tout cas qu'au travers de ce genre de sommet-là, les gens vont prendre conscience en tout cas de leur rôle et puis se mettre vraiment au travail. Voilà. C'est top. Merci, Si Loïc. je On rajoute se balade tous en main avec des smartphones et ils nous servent juste à faire WhatsApp. Excellent. Facebook. On ne se rend pas compte que ce sont des mines d'informations, des outils qui nous développent, qui peuvent nous développer et nous transformer à un niveau où je vais juste rappeler ce que les autres vous ont déjà. On est tous en fait personne d'autre ne le savent de notre projet professionnel que nous aider. Également au sein de l'action, parce que ça aussi, ça nous permet de nous développer. Allô? Oui, allô, tu étais figée tout à l'heure, Marie-Claire. Oui. Ok. Je disais, il est très important pour nous de nous intéresser en fait à ce que font les autres au sein de nos organisations. On se développe nous-mêmes, mais on oh là là, c'est bloqué encore. dit nos domaines de compétences, Ça se mieux fige. travailler avec. À partir du moment de manière plus la contribution que je voulais apporter à cette question. Loïs, tu
as une question. Vous Oui, m'entendez? oui, oui, je t'entends très bien. Je viens de voir la question que, Que oui, effectivement, pensez-vous effectivement. au phénomène du donner que du recevoir manager? Cette philosophie, ça change. Je ne comprends pas. Bon, je vais essayer de En reformuler la fait, question, hein. je vais Oui, rappeler. En fait, oui. la personne, en fait, aimerait savoir ce que tu penses du fait que le manager soit donné et non reçu. Comme Le tu manager connais soit, tout. j'ai pas compris. J'ai pas compris, Que le Marie-Claire, ça s'écrit. manager, Mhm. allô, tu Oui, m'entends? allô, je t'entends. Oui, D'accord. Je disais, la personne demande en fait, si je reformule, de cette position de manager où il est en position de donner, non de recevoir, toujours en train de recevoir dans une posture d'une personne. qui sait déjà tout. Ah, ok, je comprends. Exactement. Du genre les managers qui pensent tout connaître, tout savoir et pas avoir besoin de recevoir. C'est une excellente question. Écoutez, euh, en fonction du type de management que vous avez en place, vous devez pouvoir vous orienter dans différentes postures. Déjà, il y a une analyse à faire quand vous êtes au sein d'une entreprise. Et comme j'ai pour habitude de dire, quel que soit le style de management de votre manager, si vous avez une meilleure appréciation, une meilleure analyse, vous allez voir que quel que soit leur type de management, vous tirez profit quelque part. Si vous êtes un jeune, un junior, que vous commencez dans la fonction, ce n'est pas le moment pour vous de venir montrer que vous venez de l'école, vous avez un PhD, vous avez un MBA, vous connaissez aussi. Donc, quand le manager vous dit X, vous dites Y. Si vous êtes junior, prenez le temps d'apprendre. Avec ce type de manager, vous pouvez apprendre. Si vous êtes un senior, que vous avez déjà des connaissances sur ce périmètre et que vous avez un manager qui veut vous montrer aussi qu'il connaît tout, il n'y a pas de problème. Vous écoutez, mais vous vous mettez toujours à jour. Le jour où l'occasion vous sera donnée, vous allez pouvoir partager ce que vous connaissez. Si vous êtes expert, que vous avez été recruté par un manager qui sait tout, là encore, vous analysez et vous regardez aujourd'hui à quelle étape vous êtes dans votre carrière professionnelle ou dans votre vie personnelle. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin juste d'un emploi stable et de pouvoir se stabiliser, qui vous permet de vous stabiliser, vous et votre famille, et que cet emploi vous permet de vous stabiliser, cette expertise que vous avez, vous pouvez la partager avec d'autres juniors qui ne savent pas. Aujourd'hui, il y a LinkedIn. Il y a LinkedIn qui vous permet de partager vos connaissances. Si vous avez tellement de connaissances que vous ressentez ce besoin-là de partager, vous pouvez même prendre des juniors dans votre domaine de compétences et leur partager vos connaissances. Et votre manager, vous lui laissez la place. Et comme j'ai dit, si vous analysez, que vous voyez qu'au niveau de votre vie personnelle, vie professionnelle, pour vous, vous avez besoin de stabilité, que cet emploi-là vous offre la stabilité, vous restez le temps qu'il faut. Si vous voyez que vous êtes à un niveau où vous êtes expert, vous avez besoin de démontrer, de montrer, vous faites voir le marché extérieur. Donc, il y a toujours une analyse à faire derrière le style de management, derrière votre projet professionnel, votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre situation actuelle? Où est-ce que vous voulez aller? Une fois que vous avez fait ces différentes analyses, que vous avez les réponses, vous savez quelle est l'attitude à adopter. Mais un conseil qu'il faut retenir, un conseil très important, si votre manager a sa vision et que vous avez la vôtre, ça va créer une division. Quand vous êtes dans une équipe, ça vraiment c'est un conseil. D'autres vont dire, il faut faire le béni, oui, oui. Non, moi je vous dirais, restez fidèle à vos principes et valeurs, mais il ne faut pas que votre manager sente que vous êtes quelqu'un de conflictuel, quelqu'un qui veut remettre en cause ce qu'il dit, surtout s'il est susceptible. Si vous tombez sur un manager qui est ouvert, qui est réceptif, tant mieux. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui est tout sachant, les petites fois où il vous donne l'opportunité de dire ce que vous savez ou bien de contribuer, vous le faites. S'il ne le permet pas au sein de l'équipe ou au sein de la direction, vous le partagez avec d'autres personnes à l'extérieur. On a LinkedIn. Aujourd'hui, on a tellement de canaux pour partager ses connaissances que, franchement,
Si dans une équipe, quelqu'un vous empêche de le faire, il ne faut vraiment pas vous limiter ou vous torturer, surtout si vous savez que cet emploi-là est important pour vous ou vous apporte une certaine stabilité. Si vous sentez que pour vous, il peut être temps ou bien il est possible de vous mettre sur le marché extérieur, vous vous mettez sur le marché extérieur. Voilà. Donc, analysez le style de management de vos supérieurs hiérarchiques et puis adaptez-vous. Le temps d'analyse ou bien le temps que vous ayez mieux. Voilà. Mais il ne faut vraiment pas venir en conflit ou bien venir montrer que vous aussi, vous savez, surtout si vous avez un manager qui est déjà tout sachant. Voilà. N'empêche que quel que soit le style de management que votre supérieur hiérarchique a, comme j'ai dit, toutes les clés sont dans vos mains. Rien ne vous empêche de vous auto-former et de partager ce que vous savez à d'autres personnes qui ne savent pas ou des juniors dans la fonction. Et même si vous n'arrivez pas à l'exprimer au sein de votre direction ou de votre service. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de... Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, Loïs. Nous allons prendre une dernière question ou contribution de Delali. Merci. Excusez-moi, est-ce que mon son est bon pour vous? Oui, c'est top. Je vous reçois. Oui, c'est parfait. Ah, merci beaucoup. Vraiment, c'était profond. Vraiment, merci. Vraiment, il y a beaucoup de sujets délicats. Oui, c'est vraiment l'opportunité de lever les tabous et de remettre en tout cas chacun face aussi à vraiment aussi je ne sais pas si c'est chez moi, mais c'est entrecoupé. C'est entrecoupé? Oui, c'est un peu entrecoupé. Ah, attendez, je vais devoir, je vais arranger ça. 2 secondes. D'accord. 2 secondes, je vais arranger ça tout de suite. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, là, c'est top. Je me fais recouper, ça va? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Oui, je pense que là, ça devrait aller. D'accord, très bien. Sinon, j'augmente le son de ma voix si vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est bon, je peux aussi. J'espère que vous m'entendez mieux, en tout cas. Oui, c'est top. OK, oui, non, mais c'est vrai que beaucoup de tabous, c'est super. Vraiment, merci beaucoup à Loïs. Merci également à Marie-Claire pour cette belle opportunité, en tout cas, de permettre à tout le monde de s'exprimer. Et c'est super parce que justement, ici, on est sur un terrain neutre et il y a des dirigeants d'entreprise, des managers et des collaborateurs qui se retrouvent finalement au même endroit, au même carrefour. Et on vient laver le linge sale en public. Et c'est top. C'est top. Et oui, en effet, une question du manager sachant tout. Il faut en effet arriver à réaliser que quand on en vient à se poser ce genre de questions, c'est que quelque part, il y a vraiment une grande frustration chez soi. Alors, il faut savoir, en effet, il faut savoir, il faut savoir faire preuve de diplomatie. Il faut savoir faire preuve de diplomatie. Et puis, c'est une belle opportunité pour comprendre aussi que dans la vie, il y a des saisons. Il y a eu la saison où il fallait uniquement se contenter de stabilité. Et il y a à un moment donné une saison où lorsqu'on a un certain type de caractère et certains types de compétences, eh bien, il va falloir prendre le risque de l'entrepreneuriat à un moment donné. Oui, c'est bien de dire mon manager, il n'est pas compétent. Mon manager, il veut tout savoir, mais il ne sait rien, ça se voit, ses décisions ne sont pas correctes. OK, maintenant, la situation est là, vous allez le voir tous les jours, vous allez vivre avec lui tous les jours, mais vous-même, vous êtes dans une position où vous êtes tellement frustré que vous avez besoin
de vous épanouir autrement. À ce moment-là, eh bien, pourquoi pas, il ne faut pas hésiter à aller dans le milieu associatif, commencer à apporter aux uns et aux autres, vous faire connaître pour vos compétences et au fur et à mesure, les gens vont venir vers vous aussi pour vous proposer, pour vous demander en tout cas des solutions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apporter vos services au fur et à mesure. Maintenant, ça prend du temps. C'est un processus qui va prendre du temps. Mais il faut avouer que derrière cette question, il n'est pas impossible qu'on en soit arrivé à un niveau de frustration beaucoup trop élevé pour la patience qui est maintenant requise. À ce moment-là, eh bien, soit essayer en effet de trouver un autre travail pour ne pas se trahir et pour ne pas mal claquer la porte. Parce que, quoi qu'on prétende, on va retrouver souvent les mêmes types de personnes ailleurs. Pourquoi? Dans toutes les entreprises, à un moment donné, on a besoin de managers qui savent exécuter les décisions de la direction. Il ne faut pas oublier ça. Un manager, il n'est pas là pour faire preuve de... c'est triste à dire, mais c'est ça. Hein. Le manager, la plupart du temps, la direction, quand elle le prend, ce n'est pas du tout dans le cadre du sommet manager en mission. C'est dans le cadre de nous, on a des objectifs, on a une vision, on veut des bons bénis oui qui vont appliquer. On prend les décisions au niveau de l'exécutif et tout l'opérationnel va se plier et c'est tout ce qu'on attend d'un manager. Honnêtement, c'est tout. Et une fois que le manager, lui, reçoit la pression de la direction, il doit la faire descendre. Et quand il la fait descendre, il la fait descendre à sa façon. Ça va vous étonner le nombre de managers que l'on connaît avec une certaine posture au travail et qui, en dehors du travail, ce n'est absolument pas la même personne. Et on est étonné, on se dit, mais comment ça se fait? En réalité, vous aviez juste l'image de la direction qui était comme un masque, en fait, sur le visage du manager. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau de frustration. Là, ce qu'il va falloir travailler, ce sont les émotions d'abord. Travailler les émotions pour ne pas se faire harakiri, ou si je dois parler bien en français, pour ne pas se tirer une balle dans la jambe. Parce que pourquoi avoir passé autant de temps d'investissement personnel pour arriver là où vous êtes, pour que pour des questions émotionnelles, vous vous retrouviez à saboter votre avenir. Donc, pensons bien à tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delali. Franchement, c'est tellement bien dit et c'est totalement vrai. Totalement vrai. C'est exactement cela. Et comme je disais tout à l'heure, les gens pensent que le développement personnel ou bien faire des formations sur la gestion des émotions, sur l'intelligence émotionnelle, c'est réservé qu'aux managers. Même vous, en tant que collaborateur, vous en avez besoin. Parce que comme je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui collaborateur, mais demain après-demain, vous êtes appelé à gérer aussi une équipe. Les gens pensent que manager, c'est facile. Ce n'est pas évident. Et comme Delali l'a très bien expliqué, souvent, les directions viennent du top management. Le manager ne va pas venir vous demander, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il a reçu les directives. Il vous donne les directives à exécuter. Vous les exécutez. Vous les exécutez. Voilà. Et je suis totalement d'accord avec Delali qui parle de la frustration. Il faut vraiment faire attention à ce sentiment-là qui peut cacher, qui peut être un masque de l'orgueil personnel en tant que collaborateur. Souvent, quand vous ne faites pas attention, vous vous dites, c'est bon, je pense que je suis arrivé à un niveau où je peux, je veux prouver, je veux montrer, alors qu'on ne finit jamais d'apprendre. Comme j'ai dit, on ne finit jamais d'apprendre. Même si vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez de bonnes idées et que vos idées ne sont pas prises en compte, vous pouvez proposer vos connaissances, vos compétences à d'autres personnes qui ne savent pas, mais toujours puiser et vous enrichir de ce que votre manager va vous montrer ou bien des directives qu'il va vous donner. Quel que soit le type de management que vous avez en face, il y a quelque chose, il y a un profit que vous pouvez tirer en fait de ce type de management-là, qui sera bénéfique pour vous et pour la gestion de votre carrière. Sinon, si vous vous précipitez pour dire c'est bon, je maîtrise, je veux montrer, je veux prouver, si ce n'est vraiment pas le cas, comme Delali l'a dit, vous allez vous tirer une balle dans le pied et vous retrouver dans des situations vraiment très inconfortables. Donc, voilà, je suis vraiment totalement d'accord avec vous, Delali. Merci beaucoup, Loïs. C'était
très, très enrichissants ainsi que les échanges et les partages. Merci à vous, chers participants, d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci, Loïs, pour tes conseils et les perspectives que tu nous as données pour une meilleure gestion de notre propre carrière et de celle de nos collaborateurs. Tout à l'heure, dans 15 minutes, nous retrouvons Corinne Barren qui va nous parler du mécénat de compétences réguliers et de fin de carrière. Dans 15 minutes, s'il vous plaît, retrouvons-nous ici. Nous devons d'abord clôturer cet atelier. C'est vrai que Corinne est déjà là pour pouvoir l'enregistrer et relancer celui de Corinne. D'accord. Le mot de la fin, Loïs, pour toi. D'accord. Déjà, je voulais dire merci à tous les participants. Te dire merci déjà à toi, Marie-Claire, pour cette belle opportunité-là qui nous a permis de parler de management, de parler de gestion des compétences. Comme je disais, ce sont des sujets vraiment qui m'intéressent et sur lesquels j'ai déjà parlé sur LinkedIn parce que j'ai compris en fait le mal-être au niveau des collaborateurs qui s'attendaient toujours de recevoir des directives de la part de leur manager sur comment gérer, alors qu'en réalité, la responsabilité première leur revient. Je remercie ceux qui ont participé, qui ont fait des partages d'expériences, qui ont contribué. C'était vraiment un moment riche. Je n'ai même pas vu le temps passer. Je ne savais pas que le délai était vraiment arrivé. Et j'espère que ce genre de sommet-là, on va le faire, le continuer, le poursuivre pour permettre que vraiment le maximum de managers et de collaborateurs vraiment prennent en main la gestion de leurs compétences et que non seulement ils contribuent à la productivité de leur entreprise, mais implicitement à leur épanouissement personnel. C'était vraiment un plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve sur LinkedIn pour encore partager autour de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci à tous. Merci à toi, absolument. J'ai partagé les contacts de Loïs dans le chat, s'il vous plaît, pour ceux qui aimeraient se mettre en contact avec elle. Vous n'aurez qu'à les suivre. Sinon, vous tapez Loïs Ivoba Paul sur LinkedIn et c'est bon.